Hop. C'est bon? Alors du coup, moi je vais vous parler de Storybook et du TDD. Donc je vais vous montrer un petit process de développement IHM que j'ai pu mettre en place dans ma précédente mission. Avant de commencer sur ça, je vais juste faire un petit rappel sur ce que c'est le TDD, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui ne maîtrisent pas, puis faire une petite presse aussi sur Storybook. Alors du coup, le TDD, c'est quoi? C'est une méthode de développement qui va initier d'abord le fait de réaliser des tests, ensuite développer du code, pour le coup, et faire de la refacto par rapport à tout ça. Donc c'est sur 3 grands axes. Et la première étape, c'est d'écrire un test qui va échouer, parce que forcément, il n'y a pas de code dédié dessus qui fait tester, qui va pouvoir être testé. Le but ensuite, ça va être de faire passer ce test au vert, et après, du coup, la troisième étape, c'est de refacto, et le but, c'est de ne pas changer le comportement. Donc normalement, on a déjà fait tester le comportement, et c'est de refacto le code au mieux pour l'optimiser, et que ça pète pas. Ensuite, Storybook, du coup, c'est une petite application qui vient se rajouter, c'est une dépendance surtout, c'est un projet qui a été fait en React, qui va se rajouter en dépendance d'un projet via le package JSON, ça s'installe très facilement, ça vient juste se brancher sur votre projet déjà existant, ça ne va pas dénaturer votre projet, ça va te créer un petit dossier après derrière, et vous allez pouvoir le configurer et créer après derrière de la documentation associée. À la base, c'est surtout utilisé pour le coup, créer des bibliothèques de composants, pour pouvoir interagir avec eux, ou potentiellement pour des design systems, des choses comme ça. Mais on peut faire des choses un peu plus avancées avec ça aussi, c'est qu'on peut intégrer des tests d'intégration, on peut intégrer des cas de parcours complet d'IHM. Il y a aussi des tests d'accessibilité qui peuvent être ajoutés, des cas de tests aussi pour l'internationalisation pour justement tester les différents langages, les variables et tout ça. Et puis traquer aussi un petit peu des actions et tout. Il y a plein de plugins qui existent, c'est open source, il y a beaucoup de documentation dessus, donc il ne faudra surtout pas hésiter à aller voir la documentation dessus. Il y a plein de sujets. Ce qu'il faut savoir avant qu'on parle un peu dans le concret, c'est que ce que je vais vous présenter au niveau du code, c'est du coup un projet React qui a été mis en place avec un pattern MVC. Du coup, on a fait le choix de ne pas partir sur du Redux pour plein de raisons, parce que ça complexifie beaucoup le code, etc. Et du coup, on voulait quelque chose d'un peu plus simple, qu'on maîtrise mieux. Et du coup, un petit rappel sur ce que c'est que le MVC. On va principalement avoir un contrôleur, du coup, qui va être la liaison entre deux autres éléments, qui va être principalement la vue. Donc la vue qui va être du coup mise à jour par le contrôleur et qui va notifier le contrôleur potentiellement pour lui dire, avec des actions de l'utilisateur. Et le contrôleur, lui, il va charger du coup de mettre à jour notre domaine métier au niveau du modèle pour vraiment faire de la transition de données après derrière pour contacter des API ou des choses comme ça. Et du coup, on va voir un petit peu les objectifs de ça. Donc l'idée, ça va être de vous montrer comment on crée un composant dans Storybook avec les tests et créer une première vue qu'on va commencer à coder dans Storybook avant de partir sur l'application. Donc on va bouchonner un petit peu tout ça et voir avec les tests comment on peut regarder un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau des tests, l'idée, ça va être de tester notre composant sur l'affichage de messages d'erreur ou des choses comme ça, tester l'accessibilité en plus de Storybook, et de tester du coup la partie comportement au niveau de notre formulaire, vérifier que tout s'envoie bien, que les enregistrements des données se font bien, etc. Donc là, l'idée, le cas, ça va être de faire un petit formulaire, on va dire que c'est une petite demande de rappel, on va vouloir récupérer des infos de l'utilisateur, d'envoyer ça après à notre API côté back. Hop. Et du coup, comment on fait? Alors, on va partir du coup sur la partie code, j'espère que tout le monde voit bien. Du coup, en gros, la première étape, ça va être on va vouloir créer notre contrôleur. Donc pour créer notre contrôleur, on va commencer du coup par réaliser un test. Le premier test, ça va être de dire, ce que je veux, c'est que mon state soit initié, parce qu'on est dans React. Et du coup, au final, notre contrôleur, c'est ce qui va représenter notre state à notre vue pour pouvoir interagir avec tout ça. Donc la première chose, c'est qu'on va créer un contrôleur. On va simuler le fait qu'il y aura une implémentation derrière. On va lui passer un builder pour qu'il puisse initialiser notre state à vide. Et du coup, on va récupérer ce state-là et vérifier après, au niveau de la fonction, que le state n'est pas nul. Voilà. Donc au début, sur cette partie-là, du coup, le test échoue parce que l'implémentation n'est pas faite. Hop, du coup, on va voir sur l'implémentation. L'implémentation, ce qu'on fait, du coup, c'est on implémente du coup une interface qui a été définie plus haut, et on va initier notre state au début. On va faire appel à notre builder pour qu'il puisse mettre notre state à vide. Une fois qu'on a fait ça, du coup, notre premier test, il passe, on est content, c'est super.
Et après, du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est interagir avec cette interface-là. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir, quand on clique, vérifier que tout se passe correctement et qu'on envoie bien des données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon, on va forcément avoir une fonction submit. Donc on va aller commencer par écrire notre test. Donc notre premier test, c'est de tester l'enregistrement des données lors de l'envoi du formulaire. Donc on veut tester notre submit en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que pareil, on passe toujours par notre contrôleur. On va toujours lui passer le builder pour qu'il puisse construire notre state, et on va lui passer un service donc sur la partie domaine pour qu'il puisse après derrière faire son envoi ou simuler l'envoi du coup au niveau de notre API. Donc notre service va avoir besoin d'un DAO, et ce DAO là, on va le bouchonner. On va le voir juste après. Et ce qu'on fait, c'est qu'on exécute directement la méthode submit, on récupère du coup le DAO qu'on a bouchonné, on va récupérer la première value, et ce qu'on veut déjà dans un premier temps, c'est juste vérifier qu'il est bien initié, parce que forcément il n'y aura pas de données, donc on veut juste savoir que notre DAO, ça a été au moins jusqu'à notre DAO. Donc on fait ça, et forcément le test il fail. Donc là après, on va aller directement voir notre DAO. Donc notre DAO, il va implémenter du coup une interface qu'on va mettre en place, hein, donc l'interface de sauvegarder la donnée qui a été enregistrée par l'utilisateur. On va juste mettre un petit tableau bidon, donc qui va dépendre de notre modèle. On initialise notre tableau, et on exécute la commande, et ce qu'on veut, c'est pusher la demande dessus. Donc le bouchon, il est fait, et normalement, quand on exécute tout ça, une fois que la sauvegarde est faite, ça sera bon. Mais avant ça, du coup, il faut vérifier dans notre implémentation, il faut implémenter la méthode submit. Donc dans la méthode submit, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le service, et puis on va du coup lui dire, enregistre-moi la donnée, et du coup, on va réutiliser le modèle de la demande, donc, que le service a besoin en entrée, et on va lui passer du coup les values de notre state initial. Et une fois qu'on a fait ces étapes-là, dans notre test, ça fonctionne. Du coup, l'étape d'après, nous, ce qu'on veut, c'est implémenter le champ. Mais avant ça, ce qui serait bien, ce serait quand même de créer la vue, parce que pour l'instant, on ne l'a pas créée, donc on va créer la vue pour la mettre dans Storybook. Donc notre vue, elle va être toute simple. Ça va être un formulaire classique, on aura notre input qui sera ici, et notre bouton de type submit pour pouvoir soumettre du coup le formulaire. Donc le submit, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir le contrôleur en entrée, et on va déclencher du coup directement la méthode submit à chaque fois qu'on va cliquer. Donc dans le formulaire, on lui passe du coup le handler, le contrôleur qui est en dépendance de la vue, et du coup, une fois que tout ça est branché, on peut créer la story pour pouvoir le voir dans Storybook. On crée la story. Donc là, pour créer la story, on lui donne un titre. On peut organiser plusieurs dossiers pour séparer du coup tous nos composants dedans. Et après, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un template. Dans ce template, en fait, on va juste lui passer, récupérer notre composant vue et lui passer des arguments, parce qu'on peut créer après plusieurs états différents sur chaque composant. Et ensuite, du coup, ce template, on va le bind avec un autre composant pour Storybook. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer un contrôleur. Sauf qu'on ne va pas lui passer notre implémentation, on va passer un contrôleur qu'on va bouchonner. Et là, dans ce bouchon, ce qu'on veut faire, nous, c'est pouvoir traquer le fait que quand on clique sur le bouton Submit, au final, ça s'exécute bien. Que l'action, au moins, est déclenchée. Donc, du coup, on va aller voir notre contrôleur, qui est bouchonné. Et dans le contrôleur, on hérite toujours de l'interface contrôleur, qui est la même que l'implémentation. Et à ce niveau-là, dans le constructeur, on va juste récupérer du coup les actions. Donc les actions, c'est un plugin du coup qui est rajouté par GitHub qui nous permet de traquer dans la console. Et on va rajouter du coup les actions dépendantes et on va binder au final juste pour pouvoir les traquer dedans. Et si on retourne sur notre Storybook, donc là je suis ici, et là dès que je clique, en fait, donc là forcément oui, il y a les cas, hop, donc là je fais des changements. Et là, dès que je clique, en fait, on voit bien qu'à chaque clic, le onSubmit, il est bien généré. Donc là, on a la vue, notre vue, elle est bien branchée. Et côté test, on le verra après, on relancera les tests pour que vous voyez bien que tout est testé correctement. Mais du coup, le fonctionnel est testé, la vue est branchée. L'étape d'après, du coup, c'est de se dire, bon, maintenant, ce que je veux, c'est implémenter mon composant. Donc dans ma partie composant, parce qu'on va créer un composant tout simple, et on va vouloir ajouter, pour le coup, la partie gestion d'erreurs en plus. Donc dans ma vue, je vais avoir un label, je vais avoir mon input, et potentiellement, je vais avoir une span pour pouvoir mettre en place mes messages d'erreur. Et ce qu'on va voir, c'est que ce qu'on veut, c'est tester le cas du coup onInvalid et onChange. Donc on va créer des handlers pour pouvoir rajouter toute cette mécanique de gestion d'erreurs. Donc là, c'est un petit peu plus velu, mais en gros, on va récupérer quelques props. Donc on va récupérer un ID pour pouvoir gérer quelques trucs côté accessibilité. On va récupérer la fonction onChange pour comme ça, dès qu'on utilisera ce composant-là,
dans notre page, on puisse lui passer et récupérer des valeurs spécifiques. On va récupérer les children pour pouvoir gérer le label. Et du coup, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit peu donc les states de base pour pouvoir au moins rajouter des messages d'erreur si on veut, gérer le cas isInvalid pour savoir quand est-ce que le message il doit s'afficher ou pas, etc. Et on va créer deux handlers. Le premier handler, ça va être le onInvalidHandler qui lui, du coup, va interagir. Il va récupérer au final le message de validation, parce qu'en fait, là, je me suis basé sur la gestion d'erreurs native des navigateurs. Donc en gros, là-dessus, on peut faire des reports validity au niveau de nos composants. Et pour le coup, les messages d'erreur, par défaut, ils vont vous afficher des messages, pour le cas justement, si le champ est requis, il va vous afficher des messages. Et donc du coup, on va récupérer ces messages-là pour qu'ils puissent les intégrer. Mais on peut aussi, si on veut, les surcharger, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a le prevent default, pour pouvoir éviter que le navigateur prenne le dessus sur la vue et qu'il affiche notre message avec notre restitution visuelle à nous. Et le deuxième handler, du coup, c'est le unchange handler, pour que, pour le coup, là, on puisse générer, pareil, les messages d'erreur à chaque changement d'état au cas où. Et du coup, on va aussi récupérer le handler qu'on peut passer, mais qui est en optionnel, du coup, si on veut avoir des interactions supplémentaires au niveau de notre vue sur notre composant. Et une fois qu'on a fait ça, on voit qu'au niveau de l'ID aussi, on bind directement le même ID pour que le label soit bien bindé avec notre input. Et après, derrière, on a la gestion du cas sur les aria invalides. On peut rajouter des aria labels aussi sur les messages d'erreur. Et tout ça, c'est bien. On va regarder du coup au niveau de nos tests. Au niveau de nos tests, ce qui est intéressant du coup, c'est que vu qu'on a déjà créé notre composant au niveau Storybook. Au niveau Storybook, donc pareil, c'est la même mécanique que sur la vue, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on crée notre composant input, on récupère notre composant, on va créer notre template, donc on va le mettre dans un formulaire. On va récupérer du coup notre composant input, lui passer des arguments, et après on va faire le cas basique pour pouvoir avoir le rendu. Le rendu pour le cas basique, hop, c'est juste notre input, on vérifie que le label il est bien bindé, que du coup on puisse avoir des changements aussi directement à chaque fois qu'on a des interactions avec lui. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut avoir les tests d'accessibilité, on peut voir tous les cas d'accessibilité qui passent, et ceux par exemple qui ne fonctionnent pas correctement. Là il nous dit par exemple que le contraste de couleur il n'est pas bon, ça c'est Bootstrap, hein. C'est les cas de base. Et on peut aussi créer une autre vue, et qui va nous permettre de gérer la partie gestion d'erreurs en plus, quoi. Donc là, on va récupérer le même template, sauf qu'on lui passait plus d'arguments. Déjà, on va lui passer l'argument required pour lui dire, là, je veux que ce soit un champ requis. On va lui passer aussi un data test ID pour pouvoir interagir avec lui après. Et là, on lui passe le unchange aussi, toujours avec l'action. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une nouvelle méthode, c'est React Play. En gros, ça va nous permettre de pouvoir rajouter des tests un petit peu d'interaction. Et en fait, on en a besoin dans ce cas précis pour pouvoir exécuter le report validity, parce que par défaut, pour que le report validity se fasse, il faut qu'il y ait une soumission de formulaire. Donc là, en gros, on le simule nous-mêmes, donc on sélectionne notre élément, et on lui déclenche un user event, et après, sur cet élément-là, on fait un report validity en lui disant pour qu'il puisse exécuter tout ça. Et du coup, si on va sur la partie requis, on voit bien que notre curseur, il est dans notre champ, c'est comme si on avait essayé de soumettre, et on a notre message d'erreur qui s'affiche, donc toujours avec les tests d'accessibilité qu'ils font. Là, on voit qu'il y a un test d'interaction qui a été exécuté, on voit que notre test il est bien passé, on peut en rajouter plusieurs. Et au niveau des actions, du coup, c'est pareil, si on le change, on voit toujours les changements qui sont traqués. Voilà. Donc, pour cette partie-là, on a notre composant qui a été fait au niveau de notre story, les tests qui sont exécutés, et après, ce qui est bien, c'est que vu que notre composant il a été fait au niveau de notre story, pour les tests, on peut directement les récupérer avec le compose story. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc le fameux cas required qu'on a fait, on va pouvoir récupérer ce composant-là qu'on a mis dans la documentation et interagir avec lui pour exécuter nos tests. Donc là, en fait, on récupère notre composant required qu'on a créé, on le sélectionne, on vérifie par exemple du coup qu'au niveau de l'accessibilité, tout est OK, qui est bien le rôle correspondant, on fait un report validity, on vérifie que l'erreur message il correspond bien par rapport à celui qui est fourni par l'API de base, et on a tous nos tests qui sont exécutés. Et là, c'est pareil, on vérifie que c'est bien define, parce que pour le coup, ça a été fait toujours en mode TDD. Et du coup, notre composant, il est testé. On est content. Maintenant, on va vouloir l'intégrer dans notre vue de formulaire. Donc, dans la vue de notre formulaire, là, ce qu'on peut voir, c'est que notre composant, il est récupéré ici. On a le hot change du composant en props qui est là. Et là, du coup, on va lui passer
au niveau du contrôleur un nouvel handler qui est le prénom change. Et là, du coup, on va lui passer la target value pour qu'il puisse récupérer la donnée pour mettre à jour son state. Donc si on revient au niveau des tests, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester que quand on écrit Toto dans le champ, ben, ça correspond bien à la valeur qu'on va retrouver dans le DAO. Donc là, pareil, c'est le même principe, on va bouchonner notre DAO, donc la même chose, hein, on initialise notre contrôleur, etc. Dans notre contrôleur, on lui passe le Toto, on récupère ensuite la sortie de notre DAO, et ce qu'on veut, c'est vérifier que ben, prénom est bien égal à Toto. Voilà. Dans l'implémentation, on a le onChange, lui, il vient juste mettre à jour le state, avec le builder toujours, où on lui passe du coup le prénom qui a été saisi à cet endroit-là, on build tout ça, ça met à jour le state, et dès qu'il y a la soumission du formulaire, du coup, on vérifie que la donnée est OK. Et du coup, c'est là où, hop, au niveau de notre vue, dès qu'on fait un changement, on a le tracking qui est fait, dès qu'on fait la soumission, tout est OK. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a pu tester tous les comportements, tous les cas au niveau de notre composant input, et pareil au niveau de notre vue. On a tout bouchonné, on a pu tester et le comportement et la vue. Au niveau du comportement, du coup, hop, toc, exit. Hop, donc on va rejouer les tests. Hop là, j'espère que c'est assez gros. Et là, on voit que tous les tests qu'on a lancés, qu'on a écrits, tout est OK, tout s'initialise bien, tous les tests sont OK. Donc on a tout notre comportement qui est OK, et les tests de notre vue qui sont prêts. Du coup, si on résume, par rapport à tout ça, ça a quelques avantages de faire cette méthode-là. Le gros avantage, c'est qu'on peut facilement paralléliser les devs. Pourquoi? Parce que en fait, le fait d'avoir ce découpage aussi fin, c'est qu'on peut aussi bien travailler sur plusieurs étapes en parallèle. Et imaginons on a un formulaire de 3 étapes différentes. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir l'étape 2 et l'étape 1 pour commencer à faire l'étape 3. On peut déjà faire les vues simultanément, pour le coup, et en même temps, on peut également commencer à tester la partie fonctionnelle, en plus du fait que les vues sont en train de se réaliser. On peut également commencer à créer nos composants au fur et à mesure, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir paralyser les devs, et on peut être à plusieurs sur la même application ou sur la même feature. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on crée la doc, le dev et les tests. Donc c'est plutôt cool, parce que du coup, à la fin, une fois qu'on a terminé la feature, bah, tout est réalisé en fait. C'est documenté, c'est testé, et le code a été produit, donc on n'a plus qu'à pousser, et puis c'est fini, quoi. Bon, après, il faut peut-être vérifier si jamais il y a des erreurs ou des anomalies qui sont montées quand même. C'est très facile à faire évoluer ou à supprimer une fonctionnalité. Parce que comme tout est bien segmenté, bah en fait, par exemple, si jamais on veut virer le prénom, on a juste à enlever les handlers au niveau du prénom, et puis hop, c'est bon, il n'y a plus la fonctionnalité qui est faite au niveau du contrôleur. Si on veut rajouter des champs, bon, on peut utiliser le même composant qui a été fait de base, on a juste à rajouter des petits tests supplémentaires, des fonctionnalités qui vont tester ces champs-là, et puis c'est terminé. Par contre, ça a quelques inconvénients quand même, c'est que ça demande un très bon découpage. Il faut être assez cadré au niveau de l'architecture qui est mise en place, il faut découper correctement chacun des composants, il faut que toute l'équipe communique bien là-dessus pour être sûr que tout soit OK. Et l'autre inconvénient, c'est que ça peut être assez complexe à aborder dans un premier temps. Là, c'était un cas qui était assez simple, mais dans un formulaire qui a plusieurs étapes, plusieurs champs, etc., ça peut très vite être compliqué, et du coup, ça demande quand même de pas mal se renseigner sur comment tout fonctionne correctement. Du coup, pour finir, moi c'est Alexandre Paco, je suis développeur full stack depuis 8 ans maintenant. J'ai rejoint Nelinka il n'y a pas longtemps. Et en plus, ça tombe bien, si jamais il y en a qui sont intéressés, et on est arrivé à Niort il n'y a pas longtemps, donc on recrute. Et pour le coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas.